Le Club Info se poursuit. C'est une déclaration inattendue en pleine offensive russe à Kharkiv. Écoutez ce que vient d'affirmer Vladimir Poutine. C'est de leur faute. La Russie essaie de remplacer la tête malade de l'Ukraine par une tête saine. Et ils nous blâment pour les événements tragiques d'aujourd'hui. Mais c'est le résultat de leur politique. En ce qui concerne ce qui se passe dans la direction de Kharkiv, c'est aussi de leur faute, parce qu'ils ont tiré et continuent de tirer. On le voit d'ailleurs avec le bombardement des quartiers résidentiels de la frontière, y compris ceux de Belgorod. Mais c'est aussi là que des civils meurent. C'est tout à fait clair. Ils tirent sur le centre-ville, sur le quartier résidentiel. Et j'ai dit publiquement que si cela continuait, nous allions devoir créer une zone de sécurité, une zone sanitaire. La zone est ouverte. C'est ce que nous faisons. Et en ce qui concerne Kharkiv, il n'y a pas de projet à ce jour. Allons plus loin avec nos invités. Accueillons Catherine Gentil de Cannes-Côte. Bonjour Catherine, bonjour notre spécialiste des questions internationales sur LCI, le général François Chauvency. Bonjour. Consultant géopolitique pour LCI. Arlette Chabot, bonjour. Et accueillons également Vincent Crouzet. Bonjour, expert en renseignement. Je rappelle votre tout dernier livre, Service Action, le Chevalier de Jérusalem, qui est paru il y a quelques jours aux éditions Robert Laffont. Catherine, faut-il croire Vladimir Poutine quand il dit qu'il n'a pas l'intention de conquérir Kharkiv? C'est peut-être plutôt que pour l'instant, de toute façon, il n'en a pas les moyens. Voilà. Tous les experts militaires disent qu'effectivement, pour prendre une ville qui est quand même, il faut toujours le rappeler, la deuxième ville la plus importante d'Ukraine, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'armes et d'hommes qui soient envoyés sur Kharkiv pour avoir l'espoir côté russe de la conquérir. Cependant, les états-majors occidentaux sont quand même un peu en alerte, non pas sur Kharkiv, mais sur le fait que les troupes russes, continuant à avancer, la question c'est de voir si quand les Ukrainiens vont pouvoir les bloquer. Oui. Parce qu'évidemment, dans un combat militaire, à partir du moment où vous pouvez continuer d'avancer sans vous exposer de manière trop dangereuse, ça peut continuer. Alors, là, en fait, aussi, il faut voir où il le dit, Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'il le dit en Chine. On sait très bien que la Chine ne veut pas une extension du conflit et aimerait bien que ça se règle quand même assez rapidement pour que la stabilité qui sied à un bon commerce mondial puisse reprendre sa place. Donc c'est aussi peut-être un gage qu'il donne aujourd'hui Vladimir Poutine à Xi Jinping en disant voilà, on veut juste faire une zone tampon de manière à ce que les civils russes de Belgorod ne soient plus les victimes de ces très méchants Ukrainiens. Donc il justifie le fait d'avoir lancé cette offensive tout en rassurant les Chinois et une partie des Occidentaux sur le thème « on ne s'attaquera pas à Kharkiv ». Mais encore une fois, aujourd'hui, de toute façon, ils n'en auraient pas les moyens, les Russes. Alors il rassure le président chinois, mais il est très prudent. Il dit « pour le moment, en général ». L'appétit vient en mangeant. Oui. Donc... Si jamais d'ailleurs le président Zelensky n'avait pas renvoyé des forces pour défendre Kharkiv, il y aurait peut-être eu un danger à un moment donné. Oui. Parce que pour l'instant, il faut effectivement constater que l'avance a bien lieu. Bon, pas des dizaines de kilomètres, mais hier, l'un de vos reporters spécifiait bien qu'au nord de Kharkiv, la ligne de contact était à 26 kilomètres, donc presque à portée de canon. Oui. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de défense intermédiaire entre les forces russes et la ville, oui, s'il y a une opportunité, les Russes la saisiront. Bon, maintenant, c'est plutôt pour moi une menace sur la ville pour contraindre les Ukrainiens à prendre des brigades qui sont utiles ailleurs. Ça, c'est un point. Et puis, quand on regarde bien la carte, la zone tampon, ça se défend. Dans la mesure où, pour Poutine, oui, au bout de combien de mois, il commence à défendre Belgorod. Quand même, posons-nous la question, pourquoi maintenant il y aurait cette zone tampon pour défendre Belgorod? Oui. Donc, ça fait des mois que cette ville est attaquée et que sa région, finalement, ouest, est infiltrée par les Russes anti-Poutine, ne l'oublions pas quand même, et que malgré tous les efforts faits par la Russie, jamais la sécurité n'a été rétablie dans la région. Et puis, troisième point quand même, quand on voit la longue bande d'incursions russes, donc elle est sur 30-40 kilomètres, vous avez la ville la plus à l'est, qui est Voshchansk, qui est intéressante parce que quand vous regardez la carte, vous apercevez qu'en fait, il y a des axes routiers qui descendent vers le sud et qui, en fait, séparent Kharkiv
à l'ouest, de Kupiansk à l'est. Or, Kupiansk, c'est un endroit tenu par les Ukrainiens avec force, que les Russes n'arrivent pas à déverrouiller, et que si les Russes arrivent effectivement à couper les lignes d'approvisionnement par cette voie de communication, effectivement, Kupiansk pourrait tomber. Et je pense que c'est plutôt ça l'objectif militaire qui est recherché, plutôt que l'autre objectif politique de prendre Kharkiv en tant que tel. Vincent Crouzet, c'est un jeu de dupes de la part de Vladimir Poutine. Je ne sais pas, Marie-Aline. J'abonde en ce qui concerne effectivement l'allègement, l'obligation des Ukrainiens donc d'alléger le front est du Donbass du côté de Tchassiv Yar ou Advivka pour aller protéger effectivement les zones nord au-dessus de Kharkiv. Je vois deux autres peut-être objectifs concernant les Russes. Le premier, c'est de tester les capacités défensives ukrainiennes. C'est une première chose, s'ils ont une capacité réactive suffisante, et puis surtout de saper le moral des populations civiles, parce qu'on sait que le terrain reconquis est extrêmement difficile à reprendre, on l'a vu depuis le début du conflit, c'est très compliqué, et effectivement ça peut saper le moral, et ça peut créer des problèmes internes à Zelensky, donc finalement c'est tout gagnant. Après, l'argument de la zone sécuritaire ne tient pas, puisque la plupart des attaques sur Belgorod sont des attaques de drones qui n'ont pas besoin de toute manière, qui peuvent décoller de Kiev ou de beaucoup plus loin pour aller toucher Belgorod ou Briansk ou l'oblast de Koursk. Donc en fait cet argument ne tient absolument pas. Arlette. Je crois que tant qu'il pourra avancer, ils avanceront. Après, quel est l'objectif ? C'est difficile et c'est surtout pas moi qui le dirais. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est effectivement, et Catherine le rappelait, c'est lié aussi à Pékin. Et tous les deux se sont présentés comme des hommes de paix, à la recherche de la paix. Avec l'audace, si j'ose dire, que recèlent ces propos. Mais tous les deux sont favorables. Donc là, on voit un Vladimir Poutine très détendu depuis le début de son voyage en Chine, qui dit en gros, moi je peux rien, quoi, je me défends. Légitime défense, on est attaqué, je suis bien obligé de répliquer. Donc on oublie la conquête, on oublie l'entrée, l'attaque de la Russie depuis le début. Depuis le début, c'est le même système de défense ou d'explication donné par Moscou. C'est-à-dire, à chaque fois, soit on va porter assistance à des Ukrainiens russophones qui ne rêvent que d'un rattachement à la Russie parce qu'ils sont menacés par l'Ukraine. Et là, les pauvres habitants civils de Belgorod, attaqués sauvagement depuis des mois par l'Ukraine, il faut bien les défendre. Et donc, encore une fois, là, il n'est pas du tout, il est très, très, très calme et très défensif. Donc, c'est la version russe. Alors, occuper Kharkiv, c'est une ville, on l'a dit 50 fois, c'est compliqué d'occuper une ville. En revanche, obliger les habitants à fuir, si on les prive d'électricité, si on arrive à couper l'eau, des gens partiront, c'est compliqué. Et progresser, effectivement, tant qu'ils pourront progresser, ils progresseront. Et effectivement, peut-on les arrêter ? Ça, c'est difficile, parce que tous les jours, ce petit grignotage qui nous semblait tout petit depuis des mois, on voit bien que quand on additionne, finalement, il y a une vraie progression russe. Donc il ne faut pas sous-estimer cette opération. Exactement, et je rebondis sur ce que vous venez de dire, Arlette, parce qu'il y a plusieurs manières de faire tomber une ville. On a vu ce qui s'est passé à Mariupol, même si Mariupol est une ville beaucoup plus petite que Kharkiv. Et écoutez ce que disent les propagandistes russes à la télévision d'État. Une petite remarque. Ne faites pas de Kharkiv un second Grozny. Nous devons encercler la ville et faire un blocus. Pas besoin de s'impliquer dans des combats de rue. Mais nous risquons d'obtenir des images vidéo de ces civils qui n'ont pas réussi à s'échapper et que l'armée ukrainienne ne laissera pas sortir de là. Des enfants qui souffrent et des personnes âgées. Écoutez, nous avons déjà eu cette situation auparavant à Mariupol et à Azovstal et cela ne les a pas empêchés d'être libérés. Général, un blocus, un siège de la ville, c'est envisageable ? Je dirais qu'intellectuellement, on peut toujours trouver cette possibilité-là, mais quand on voit la surface de la ville, le nombre de kilomètres qu'il faudrait pour arriver à encercler cette ville, parce que les Russes sont quand même pas à côté. Oui, on peut toujours en parler, mais quand on prend les grandes batailles de l'histoire, on voit bien qu'il faut pas quelques dizaines de milliers d'hommes. Là, il en faudrait des centaines de milliers. Il faudrait des capacités de feu énormes. Et puis, les Ukrainiens ne se laissent pas faire. Donc, j'avoue que je dirais que ce n'est pas crédible à la date d'aujourd'hui. Je dirais stratégiquement, oui, ça serait envisageable. Mais dans la réalisation, je vois mal comment aujourd'hui les Russes seraient en mesure de le faire. Et puis, d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a un peu d'humanité dans les propos tenus sur ce plateau, puisqu'il ne faudrait pas
qu'il y a des mauvaises images de populations civiles qui meurent à cause des frappes russes. Finalement, il y a cette humanisation de la télé russe qui apparaît là. Oui, enfin, il dit qu'il veut surtout libérer en fait ces civils du joug ukrainien. Évidemment, c'est toujours à la position de victimisation. Ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, les combats acharnés se poursuivent. Regardez ces images de combats quasiment au corps à corps. Faites attention les gars. Avancez, avancez, avancez. On va faire le tour les gars. Il faut refaire le tour. Ça y est, nous sommes bien ici. Ça tient, ça tient. Allez, dépêchez-vous. Alors on est au nord de l'oblast de Kharkiv. Cette séquence, elle illustre, Catherine, l'âpreté et la difficulté des combats pour l'armée ukrainienne. Oui, et puis surtout, pour l'armée ukrainienne, c'est important de montrer ces images parce que ça veut dire qu'il n'y a pas un repli dans le désordre et qu'il y a quand même des poches de résistance face à l'avancée russe. Alors qu'en effet, en l'espace d'une semaine, ils ont conquis, je crois, plus de 150 km², les Russes. Alors que depuis l'échec de la contre-offensive ukrainienne, ils n'en avaient conquis que, entre guillemets, que bien sûr 500 km². Donc là, on voit effectivement que la progression est beaucoup plus rapide. Mais là, c'est pour montrer que les Ukrainiens, même s'ils sont obligés de reculer, ils l'ont dit eux-mêmes, qu'ils avaient dû se replier sur des positions plus avantageuses. Bon, c'est toujours que... Évidemment, de toute façon, ce qui est important dans se replier sur des positions plus avantageuses, ce qui est important dans la phrase, c'est repli. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, évidemment, de laisser le terrain aux Russes parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens en hommes et en matériel. Mais ces images tentent à prouver que ce n'est pas une débâcle de l'armée ukrainienne qui n'est pas en train de partir à toute vitesse devant les Russes. Après, évidemment, c'est un endroit très limité, donc on ne peut pas en déduire ce qui se passe sur tout le front où en ce moment il y a ces combats au nord de Kharkiv. Mais c'est important pour le moral des Ukrainiens, pour le moral aussi des militaires ukrainiens, et puis en termes de messages passés aux alliés aussi de l'Ukraine, au moment où Anthony Blinken est venu à Kiev, où il y a la question de savoir est-ce qu'on envoie des troupes au sol du côté occidental ou pas. C'est pour montrer que les Ukrainiens sont toujours... au moins une partie d'entre eux bien déterminés à se battre. Oui, les Ukrainiens n'ont pas l'intention d'abandonner la ville de Kharkiv malgré les bombardements russes. Même politiquement, c'est impensable. Impensable. Maintenant, il s'agit d'éviter que les Russes s'approchent trop près de la ville, parce que je évoquais les 26 km de tout à l'heure. C'est-à-dire que 26 km, on arrive à la portée de tir des canons normaux, je dirais, de l'armée russe. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus seulement des drones et des missiles qui seraient tirés, qui frapperaient la ville, mais aussi des tirs d'artillerie. Ça veut dire aussi amener des unités d'artillerie. Ça veut dire que là, vraiment, c'est le pilonnage de Kharkiv qui aurait lieu. Donc actuellement, 26 km, on est à peu près dans la marge. Bon, il faut encore gagner quelques kilomètres pour les Russes pour y arriver. C'est une inquiétude. Et là, ce qu'on voit là aussi, c'est du combat de reconnaissance. Mais moi, ce que j'ai vu, il y a une image qui est passée assez furtivement, c'est celle d'un blindé détruit. Ça prouve aussi que on nous a présenté depuis plusieurs jours que c'était des petits groupes de fantassins. On voit bien que les blindés sont aussi là. Donc, on est aussi avec des combats de blindés. Donc, c'est pas uniquement quelques groupes de reconnaissance. C'est vraiment des unités complètes du côté russe qui arrivent. Voilà. On va partir sur le terrain du conflit, retrouver nos envoyés spéciales Hélène Bonnet et Camille Souhaut à Kharkiv. Hélène, Volodymyr Zelensky, on l'a dit, s'est rendu sur place pour remonter le moral des troupes et il assure que la situation s'est stabilisée. Eh bien, hier, le président Volodymyr Zelensky est venu à Kharkiv avec un message. Certes, la situation reste très compliquée dans les villages au nord, à la frontière, mais la situation est sous contrôle. Des renforts ont été envoyés en direction de Volchansk. Et ce que l'on comprend, c'est qu'il y a une inquiétude beaucoup plus large. Certes, les Russes, ces derniers jours, ont exercé une poussée. Ils se sont emparés de territoires beaucoup plus largement qu'ils ne l'avaient fait ces derniers mois. Mais cette progression, elle reste tout de même
contenus géographiquement. On parle de 250 à 260 km². La crainte des Ukrainiens, c'est que cette pression, elle s'exerce aussi ailleurs, par exemple plus au nord, vers la ville de Soumy, où les Russes auraient massé des troupes, mais aussi sur d'autres endroits du front, par exemple vers Tchassiviar ou encore après Avdiivka, où les combats sont extrêmement intenses dans la région de Donetsk. La crainte, c'est qu'il y ait une offensive plus majeure dans les prochaines semaines, avec des Russes qui mettent la pression un petit peu partout pour disperser les troupes ukrainiennes et essayer d'agir rapidement avant que l'aide occidentale ne parvienne à l'armée ukrainienne sur le terrain. Merci Hélène Bonnet avec Camille Souhaut. C'est vrai qu'il y a quelques jours, on se demandait si Kharkiv n'allait pas tomber dans les heures qui venaient. Et pour l'instant, l'irréparable n'a pas été commis. Oui, apparemment la poussée a été contenue, comme le disait Hélène Bonnet. C'est soulageant. Néanmoins, en 10 jours, l'armée russe a conquis 250 km². Donc, je crois qu'en 2023, c'était 800 km² sur toute l'année. Donc, ça signifie que l'effort militaire russe a été considérable. Et ça, on ne peut pas le négliger. Après, d'un autre côté, cette conquête des territoires au nord de Kharkiv masque tout de même une autre réalité, qui sont les gains militaires sur la Crimée et sur le littoral de la mer Noire. Donc il faut bien, on a l'esprit très préoccupé et braqué en fait sur la situation à Kharkiv, mais le conflit à l'heure actuelle c'est sur 1200 km de front et il y a des progrès du côté de la mer Noire et du côté de la Crimée. Il ne faut pas l'oublier. Oui, on parlera justement de la riposte ukrainienne à l'offensive russe dans le nord du pays. Ce qui est sûr, c'est que les soldats ukrainiens ont besoin de plus de soldats pour faire face aux troupes russes qui sont plus nombreuses, notamment dans la région de Kharkiv. Après 2 ans de guerre, la majorité des brigades sont désormais composées de nombreux blessés. Certains se portent volontaires pour revenir au front, d'autres subissent le retour sur les lignes dans la région de Kharkiv. Notre équipe a rencontré ces soldats. Regardez ce reportage édifiant signé Charline Hurel, Charlotte Lefettet avec Konstantin Yaramenko. Ces artilleurs ne sont pas comme les autres. Car Dima et Yuri n'ont plus leur jambe gauche. C'est le rendez-vous des robots. Il y en a un ici, l'autre là, et on travaille avec le 3e. Ces combattants ont sauté sur une mine il y a quelques mois. Leur handicap ne les empêche pas de continuer à se battre. Ils sont volontaires et mènent encore des missions à quelques centaines de mètres des Russes. Maintenant, je ne peux plus courir dans les tranchées. Quand il y a une mission difficile, tu dois te demander « est-ce que j'y vais ?» Si tu dis oui, t'assumes, tu la fermes et tu travailles. Les Ukrainiens manquent de soldats pour renforcer les troupes et arrêter l'offensive russe en cours. L'artillerie travaille, les soldats travaillent, les drones travaillent. Je pense qu'on stabilisera le front. C'est un impératif de guerre pour l'Ukraine, réintégrer autant que possible ses combattants blessés. Dans ce complexe, les soldats sont soignés pendant plusieurs semaines. Je vais regarder votre équilibre. Fixez un point. Blessures corporelles ou invisibles. Tous viennent des tranchées. Yuri a reçu des éclats d'obus et souffre de commotion cérébrale. Ici, il tente de se ressourcer. Je me suis juste relaxé. C'était vraiment bon, comme au paradis. Après les tranchées, c'est juste relaxant et savoureux. Par la pensée, je me suis évadé de la guerre, comme si elle n'avait jamais eu lieu. Pourtant, dans 3 jours, il sera à nouveau face aux Russes. C'est un autre monde. Tu ne veux pas penser à la guerre quand tu vas y retourner, mais elle revient toujours dans mes rêves. Beaucoup d'entre eux vont renforcer la région de Kharkiv. La terreur de revenir dans l'enfer des combats. Tant que tu n'y es pas retourné, tout va bien. Quand j'y serai, c'est clair, je n'ai pas envie. L'Ukraine veut continuer à renforcer ses troupes. Alors que les combats s'intensifient, les soldats sont contraints de reculer
face aux assauts russes. Reportage et témoignages très forts recueillis par Charlie Nurel avec Charlotte Lefetté. Vous restez avec nous dans un instant. On va parler de la riposte ukrainienne au bombardement sur Kharkiv en territoire russe, ainsi